cours de consolidation avant l'ouverture de la phase du contentieux. Il y a encore du chemin avant la fin du processus. S'appuyant sur les dispositions de la Constitution qui stipulent que cette opération doit se tenir chaque année, l'opposition ivoirienne est vent debout pour que soit appliquée la loi avant le prochain scrutin présidentiel. C'est d'ailleurs l'un des points qui mettent le PDCI et le PPACI d'accord. Leurs leaders, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, réclament une autre révision de la liste électorale que celle inscrite dans le cadre de l'année 2025. Pour le RHDP, cette révision peut se faire, mais pas nécessairement avant octobre, puisqu'il faut respecter le calendrier électoral qui fixe la prochaine élection présidentielle au dernier dimanche d'octobre 2025. Quelles sont les chances pour qu'une nouvelle révision de la liste électorale 2025 puisse se tenir ? Le président de la CEI, à l'occasion de la présentation des vœux à son siège, n'a pas évoqué la question. Il a plutôt rassuré les Ivoiriens et la classe politique de ce que son institution sera prête à date pour l'organisation du scrutin d'octobre 2025. La dernière révision de la liste électorale a mobilisé tous les acteurs politiques et la société civile, contrairement aux précédentes. L'opération est considérée comme un succès pour le pouvoir. Pour l'opposition, qui avait réclamé une prorogation de l'opération après une première, le résultat est insuffisant. Pour l'occasion que vous nous donnez à la commission électorale indépendante que j'ai l'honneur de représenter ce soir, de pouvoir peut-être avec ces débats qui vont s'amorcer, clarifier, sinon lever certaines équivoques concernant la révision de la liste électorale. Avant de répondre à votre question, je dois quand même rappeler que nous sommes actuellement dans un contexte où la commission électorale indépendante est très occupée à dérouler la révision de la liste électorale qui a été entamée en octobre 2024. Cette révision de la liste électorale va respecter un chronogramme, lequel chronogramme a été approuvé par tous les partis politiques en présence et qui va se dérouler jusqu'au mois de juin 2025. Vous comprendrez donc que actuellement, la commission électorale n'a pas fini de poursuivre la révision de la liste électorale entamée. Nous avons procédé du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024 à la collecte des données. À la suite de cette collecte des données, nous sommes en train de faire le traitement en interne de ces données en vue de la publication de la liste provisoire. La liste provisoire, avec les travaux que nous sommes en train de faire, ne pourra être publiée pas avant entre le 17 et le 23 mars. Après la publication de cette liste provisoire, nous ouvrons ainsi le contentieux de la liste électorale. Lequel contentieux, il faut se rappeler, comprend deux phases. Une première phase qui est administrative, c'est-à-dire que les réclamations que les électeurs peuvent porter se font directement devant la commission électorale, laquelle examine les réclamations et rend une décision sur ces réclamations. Et ces décisions de la commission électorale qui seront prises donc sur le contentieux administratif peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire le président du tribunal des zones concernées. Ce contentieux va donner lieu logiquement à des décisions et ces décisions doivent être intégrées dans un travail qu'on refait à nouveau sur la liste provisoire, intégrant les réclamations qui ont été faites, intégrant les différentes listes reçues par des différents ministères concernés pour la radiation des personnes décédées, ainsi que celles des personnes ayant perdu leurs droits civiques. Tout cela, vous le voyez, c'est une masse de travail que nous abattons qui va aboutir à la mi-juin 2025
à la publication de la liste électorale définitive, sachant que la liste électorale définitive doit être mise à disposition pour que commence le processus de parrainage, puisqu'il s'agit le 25 octobre prochain d'élections présidentielles et qu'il faut permettre aux candidats de recueillir les différents parrainages sur l'ensemble du territoire. Vous voyez que nous sommes dans un processus qui est long et peu enclin, a priori, on va le dire, à parler d'une nouvelle révision électorale pour répondre à votre question en 2025. Nous sommes en 2025 en train de poursuivre des opérations de révision de liste électorale. C'est pourquoi nous ne comprenons pas l'acharnement de certains partis d'opposition à réclamer une révision pendant que nous sommes en train d'en terminer une. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Très bien. La liste électorale, 25 juin, 24 juillet 2015, à 3 mois de l'élection présidentielle. Nous sommes en 2020, période de révision de la liste électorale, 10 au 30 juin, toujours à 3 mois de la liste électorale. À 3 mois de la présidentielle. Qu'est-ce qui a prévalu durant ces deux années pour que la liste électorale soit donc révisée à 3 mois de la présidentielle et que cela ne puisse pas être possible maintenant? Je vais vous dire, et en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale. Nous sommes en 2025 en train de dérouler la révision de la liste électorale entamée en 2024. C'est donc, ça revient, si on veut donner écho à la revendication des partis d'opposition, ça revient à faire 2 révisions de la liste électorale en même temps, qui vont se juxtaposer. Mais tu n'as pas compris cette question. Il est naturel que nous disions, c'est pas possible, c'est pas sage, c'est pas possible, sachant que les précédentes révisions auxquelles vous faites référence ont donné lieu à tellement de critiques de la part des partis politiques que cette fois-ci, nous nous sommes vraiment donné le temps de sortir une liste qui soit crédible et le plus fiable possible. Apparemment, ce n'était pas le cas. Non, je dis que nous avons travaillé les dernières années avec la même ardeur, mais face aux critiques dont nous sommes obligés de tenir compte. Nous sommes partenaires avec les acteurs politiques. Ouais. Nous prenons en compte leurs critiques. Et c'est parce que nous prenons en compte justement leurs critiques que nous avons décidé pour cette RLE de 2024 de nous appesantir sur les points qui ont été jugés faibles par les partis politiques pour les précédentes révisions électorales, de la liste électorale. Ceci nous a amené à mettre en place un calendrier qui nous demande beaucoup plus de temps pour pouvoir procéder de la meilleure façon, dans les meilleures conditions, aux corrections nécessaires. Parce que n'oublions pas que le but de la révision de la liste électorale, c'est de mettre à jour les données du corps électoral et c'est l'occasion également de corriger certaines imperfections. Et c'est la correction de ces imperfections-là qui nous amène à demander plus de temps pour le faire. Et je rappelle d'ailleurs que cette liste électorale, ce chronogramme que nous avons mis en place, que nous sommes en train de dérouler, nous l'avons fait d'accord avec les partis politiques en présence. Mais comment ça se fait que les partis... Il a été adopté d'accord parti. Ce qu'ils nous demandent, c'est, pendant que nous sommes en train de faire la révision pour laquelle ils sont d'accord sur le chronogramme, qu'on introduise une nouvelle révision de la liste électorale, qui celle-là serait donc de la révision de la liste 2025. Mais s'il s'agissait simplement de réclamer cette révision de la liste électorale, on n'aurait pas de problème au niveau de la commission électorale, puisque la loi qui nous oblige à réviser annuellement la liste électorale
ne nous donne pas de timing pour cette liste électorale. Il est simplement dit qu'on doit faire la liste annuellement. Et donc, nous, on s'était tranquillement dit qu'on prenait le temps de faire la révision entamée en 2024. On la terminait en 2025, en juin 2025, pour pouvoir permettre, comme je disais tantôt, la mise en place des parrainages. Et nous organisions l'élection du 25 octobre 2025. Et après quoi, nous aviserions pour savoir si on pouvait mettre en route tranquillement la révision de la liste électorale, sachant que le cycle électoral, M. Djarasouba, il comprend 5 élections. Je peux comprendre que l'élection présidentielle comprend des enjeux vraiment importants. Mais un cycle électoral, et celui qui s'est ouvert, qui nous a permis d'entamer justement la révision de la liste électorale, comprend 5 élections. C'est pour ça que nous disons que nous pouvons tranquillement, sur la base d'une nouvelle révision de la liste électorale en 2005, procéder pour le reste des autres élections. Maintenant, nous sommes, comme je le dis, partenaires avec les partis politiques. On entend les réclamations qui sont faites. Ils nous disent, on a beaucoup d'électeurs potentiels qui ont leurs pièces, ou sont en passe d'avoir leurs pièces, et naturellement, on voudrait que ces personnes puissent participer au scrutin de la présidentielle. Mais en même temps, nous, commission électorale, comme je disais, nous organisons la révision de la liste électorale en vue de l'organisation de ces scrutins-là. Et il s'agit d'un processus qui connaît plusieurs phases. Ça ne se fait pas rapidement. Et il y a une chose qu'il faut quand même retenir et qui est d'importance. Nous avons tellement entendu les revendications des partis d'opposition que nous avons innové d'ailleurs en matière de révision de la liste électorale. En faisant quoi ? On a permis aux mineurs qui n'avaient pas encore 18 ans au moment de la collecte des données, parce que je rappelle que l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, avoir 18 ans révolus et jouir de ses droits civiques, de tous ses droits civiques. Ça veut dire, en clair, qu'au moment où nous commençons la collecte des données, tous les requérants qui se présentent devant nous doivent nécessairement remplir ces conditions, c'est-à-dire au moins la condition de l'âge des 18 ans révolus. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons permis aux requérants qui devaient avoir 18 ans révolus au 28 février 2025 de s'inscrire par anticipation. Tout ça, c'est pour permettre le maximum d'enrôlement. Et ça, personne n'en parle. C'est comme une lettre à la poste. Donc vous avez anticipé. C'est inédit et nous avons anticipé. Et ça concerne toute une frange donc, de personnes qui sont nées qui auront 18 ans le 28 février 2025. Ces personnes-là ont été enrôlées. Très bien. Et la dernière à vouloir justement créer des troubles. Nous travaillons mieux quand l'environnement est serein. Donc je vous rassure là-dessus. Et puis je veux aussi vous rassurer concernant la légalité des premiers actes que nous avons entrepris, à savoir la collecte des données. Vous me dites, la collecte des données de personnes non encore mineures, non encore majeures, est illégale. En gros, c'est ça. Et moi, je vous réponds que ce n'est absolument pas illégal d'enrôler des mineurs sur la liste quand on fait la collecte des données. Ce qui serait illégal, c'est d'avoir sur la liste provisoire des personnes mineures. Qu'est-ce que nous avons fait? L'enrôlement, si vous regardez les textes, n'est pas soumis à une condition d'âge. Aucun texte dans le Code
aucun article du Code électoral, ni des autres textes qui encadrent l'activité de la commission électorale, n'impose une limite d'âge pour l'enrôlement des requérants. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, pour permettre, parce que le but quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de faire enrôler des personnes qui, au moment de la publication de la liste électorale, auront acquis l'âge de la majorité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement anticipé en toute légalité, parce qu'il faut faire une distinction, et je crois que c'est là la confusion qui vous fait craindre l'illégalité. Il faut faire la distinction entre l'enrôlement et l'inscription sur la liste provisoire. La phase d'enrôlement, qui est une phase de recueil des données, n'a pas de condition d'âge. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les personnes mineures parce qu'ils devaient passer majeurs donc, au moment de la publication de la liste provisoire. Nous les avons enrôlés par anticipation, en toute légalité. Et ces personnes, ce sont celles-là qui vont figurer sur la liste provisoire. Et pourquoi nous avons arrêté la date à février, justement? C'est parce que, dans le calendrier que nous avons établi, la liste électorale provisoire devrait être publiée en février-mars. Et nous nous sommes dit, du moment qu'ils sont majeurs, au moment de la publication de cette liste-là, nous sommes parfaitement en accord avec les tests. Parfaitement en accord avec les tests. L'objectif étant de ratisser large. Donc ça, sur ce point, je vous rassure, il n'y a aucune espèce d'illégalité sur cette pratique. On aurait été pris à défaut si nous nous étions permis d'enrôler des personnes au-delà de 2028 qui attendraient la majorité jusqu'en mars, en mai ou en avril, etc., etc. Parce que, effectivement, la seule obligation que nous avons légalement, c'est d'avoir sur une liste provisoire des personnes majeures. Voilà. Et c'est cette contrainte-là qui nous amène à un certain moment faire des choix. C'est vrai, ces choix-là sont durs, mais à un certain moment, puisque la révision de la liste électorale se fait selon un processus, on est bien obligé de procéder par un choix. Et on a fait le choix qui nous paraissait le plus loin possible, permettant de ratisser le plus loin possible jusqu'à la publication de la liste électorale. Ça, c'est de la liste provisoire. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous nous dites, oui, vous ne voulez pas faire la révision parce que, alors que vous avez parlé de la Constitution, ce n'est pas la Constitution qui nous oblige à faire la révision annuelle, c'est le Code électoral, je le dis en passant. Vous nous dites que c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Nous n'avons jamais dénié cela. C'est une obligation du Code. Et nous, notre souhait, c'est de nous atteler le plus possible à appliquer ce texte. Il se trouve que sur le terrain, monsieur, c'est difficile de faire une révision annuellement. Ça prendrait peut-être du temps de vous l'expliquer, mais croyez-moi, faire une révision annuellement en n'ayant pas la possibilité de faire le basculement comme ça se fait dans certains pays. Parce que vous remarquerez que les pays qui font la révision annuelle, ce sont des États où le basculement des personnes mineures se fait automatiquement. Vous imaginez bien que si le basculement était possible, nous serions les premiers. D'ailleurs, c'est nous qui avons proposé cela en arrivant en 2019. Dès que nous avons proposé ça, ça a été une levée de bois vert de tous les partis d'opposition en nous disant non, 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 c'est l'occasion de tricher. Alors que notre seul souci, c'était d'être efficace, justement. Et nous avons en cela approché l'ONECI, qui est l'organisme en charge de la mise en place de l'état civil ivoirien. L'ONECI était parfaitement ouvert à cette possibilité. Il se trouve simplement que, d'un point de vue pratique, technique, ça n'a pas pu se faire. On a été les premiers à le déplorer. Mais les États, je répète, les États qui font les révisions annuelles sont des États qui ont le basculement automatique. Ça facilite énormément les choses. À ce moment, revendication des partis politiques, nous avons, dès
que nous nous sommes aperçus, parce que nous avons commencé en 2019, notre mandat, et en 2020, à la pratique, nous nous sommes rendus compte de la difficulté en tenant compte de l'environnement particulier ivoirien, de l'état civil ivoirien. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas faisable. Et nous avons proposé un amendement normalement pour ce texte-là. Parce que nous avons trouvé plus réaliste de pouvoir le faire. Vous avez proposé l'amendement en quelle année? Non, nous avons rédigé comment on appelle ça, un projet d'amendement qui peuvent pour faire la révision tous les 2 ans. Parce que dans la pratique, nous nous sommes rendus compte que la révision, nous la faisons toujours à cheval sur 2 ans. Et donc, je comprends que le gouvernement refuse, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Nous nous sommes donné le temps aussi de mûrir ce projet d'amendement. Nous avons fait la première révision en 2020 et nous nous sommes dit, on attend la prochaine révision. Si on a les mêmes difficultés à ce moment-là, il va s'imposer nécessairement cet amendement. C'était juste pour répondre à M. Djarasouba que nous disons qu'en l'état actuel de l'état civil de Côte d'Ivoire, il est quasiment impossible de faire une révision annuelle de la liste électorale. C'est tout ce que nous disons à ce stade-là. Très bien. Est déjà faite. Parce que les difficultés que nous avons pour réaliser la révision de la liste électorale annuellement, ce ne sont pas des difficultés financières. À aucun moment, la commission électorale n'a dit qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants pour faire la révision annuelle. Nous disons qu'à la pratique, c'est un travail de terrain. Nous sommes des experts en matière électorale. Nous savons, parce que nous l'éprouvons chaque jour, les difficultés rencontrées sur le terrain à mettre en place cet article. Et c'est pour ça que nous disons qu'il aurait été plus réaliste en rapport avec le terrain de proposer une révision tous les 2 ans, jusqu'à ce que nous soyons capables de faire le basculement, auquel cas, il n'y a aucun souci. Mais il arrive qu'il y ait des textes qui ne soient pas parfaitement en adéquation avec la réalité du terrain. Et pour ce texte en particulier, c'est le cas. C'est ce que je dis. Très bien. Et pour terminer, il faut aussi qu'on apprenne à si j'ose dire, se libérer de cette contrainte qui veut qu'on pense que faire la révision de la liste électorale, c'est dans le but des élections tout de suite. Non. Que dit le texte? Le texte demande la révision de la liste électorale et qualifie cette révision de la liste électorale de mise à jour. Il s'agit d'une simple mise à jour administrative. Elle n'est pas nécessairement liée à la tenue d'élections. La preuve, si elle était liée à la tenue d'élections, nous ne faisons pas une élection chaque année. Le texte, le législateur, parce qu'il faut aussi voir, quand on regarde les textes, il faut voir quel est l'esprit du texte. Le législateur, s'il avait voulu lier la mise à jour du corps électoral à la tenue d'élections, il n'aurait pas prescrit la révision chaque année. Nous ne faisons pas d'élection chaque année. Ce n'est qu'une mise à jour administrative. Il faut qu'on se le dise et il faut qu'on l'accepte aussi, plutôt que de faire des procès d'intention à la commission électorale. Nous disons que ailleurs d'ailleurs, où ça se fait de façon administrative, les gens ne sont même pas... ça se fait vraiment comme une lettre à la poste. Et c'est l'esprit de la révision de la liste électorale. Très bien. Du gouvernement, parce que la commission ne veut pas faire la révision de la liste électorale. Je vous répète que c'est nous qui sommes sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, c'est à nous qu'il est confié l'organisation des élections. Est-ce que c'est la CEI qui décide de faire ou de ne pas faire? Mais c'est la CEI qui dit qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Et je vais même plus loin, monsieur. Vous savez que nous disons nous ne pouvons pas le faire. On a répondu donc aux doléances, aux souhaits, je vais dire ça comme ça, au plaidoyer de l'opposition notamment. De l'opposition. Mais nous sommes une commission qui travaillons dans un cadre bien cadré, si j'ose dire. C'est le texte, mais c'est aussi les accords politiques.
Alors, moi, je vais vous faire une suggestion. Nous disons que nous ne pouvons pas, pour des contraintes de calendrier liées au texte lui-même avec lequel nous travaillons. Si les hommes politiques s'accordent sur un dialogue pour nous autoriser à écarter les textes, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Quand nous disons que nous ne pouvons pas faire une révision de la liste électorale avant octobre, c'est parce qu'il y a des contraintes. Il ne faut pas oublier qu'il y a le parrainage en 2015 auquel vous faites allusion. Il n'y avait pas de parrainage en 2015, monsieur. En 2020, il y en avait. En 2020, il y en avait. Mais en 2020, nous avons fait le parrainage, vous savez comment? Sur la base de la liste électorale provisoire. Parce que justement, parce que le timing ne permettait pas d'attendre d'avoir la liste définitive. Nous l'avons fait sur la base de la liste provisoire. D'accord. Et les mêmes partis politiques nous ont fait le reproche après d'avoir fait prendre des risques en faisant le parrainage avec la liste électorale. Parce que quelqu'un qui est sur la liste provisoire peut ne pas se retrouver sur la liste définitive. En 2020, on oublie de le dire. On l'a fait. L'attente de nos concitoyens dans toutes les simulations que nous avons faites pour pouvoir faire une RLE, une deuxième RLE avant les élections de du 25 octobre, dans toutes les simulations, je dis bien, avec nos experts techniciens, il n'est pas possible de le faire autrement que sur la base d'une liste électorale provisoire. Très bien. 34 500 000 électeurs sur nouveaux électeurs, c'est faux, c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, pourquoi c'est pas possible? Je réponds parce que le corps de ces citoyens ivoiriens est différent de tous les pays qu'on a. En Côte d'Ivoire, on a près officiellement un quart de la population qui est étrangère. Donc, il sort déjà de la citoyenneté. On a la majorité de la population, je crois plus d'un tiers, je crois, qui est moins de 18 ans, qui sort aussi de la majorité. Sans oublier nos problèmes d'état civil. Je l'ai dit, si les années passées, on n'a jamais atteint plus de 1 million, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, un coup, on aura 4 500 000 électeurs. Donc, cette estimation, d'ailleurs, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une projection, elle ne tient pas. Et ça, je l'ai dit et redit sur ce plateau. Donc, on s'appuie sur cette estimation pour réclamer quelque chose, c'est faux. Moi, quand j'écoute Maître Yapobi, il y a deux choses qui me choquent. La première chose qui me choque, c'est de nous avoir fait, en 2020, faire des parrainages avec une liste provisoire. Mais c'est plutôt ça qui doit être attaqué. Parce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui n'est pas confirmé, qui parraine. Il est en train de fausser l'élection. Donc, effectivement, si on doit avoir les parrainages, comme le demande dans notre Constitution, il faut que ces parrainages se fassent avec une liste définitive. C'est une grosse faute, ce n'est pas une erreur, c'est une faute même qu'on a commise en 2020, que moi, je n'accepte pas que cette faute se répète cette année. Et donc, si on a des parrainages, moi, je pense que la logique des choses, c'est d'avoir que ces parrainages soient faits à partir d'une liste définitive. Parce que quelqu'un qui est retiré de la liste définitive, qui est sur la liste provisoire, peut parrainer. Et donc, on est en train de lui donner un pouvoir constitutionnel qu'il n'a pas. Et ça, c'est grave pour moi. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est... Elle m'a dit on est d'accord avec les partis politiques. Est-ce que vous confirmez que les partis politiques sont d'accord avec ce chronogramme et les partis politiques ont été avertis de tout ça? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas sérieux. À chaque activité que nous menons, nous prenons la peine de nous adresser à toutes les parties prenantes, pas seulement les partis politiques. Ce que je veux dire, c'est que si des partis politiques ont été avertis consciencieusement et qu'ils ont accepté, ils ont même accepté l'arrangement qui est de dire que les mineurs de 17 ans peuvent venir, mais il faut qu'ils soient cohérents. On ne peut pas venir le matin à la CEI, dire oui, on est d'accord pour ça, et le soir sorti dire autre chose. C'est tout ça qui gâche l'idée de la politique. Le mensonge de la politique, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Soit, dès le départ, vous dites à la commission électorale, on n'est pas d'accord avec ce chronogramme parce que tout simplement, en ce moment, on le comprend. Mais dire oui à la commission électorale et venir ensuite devant ses militants dire autre chose, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut que nos hommes politiques soient, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, il faut qu'ils soient cohérents dans ce qu'ils font. Ça va leur donner de la crédibilité. Et donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal de le faire. En revanche, je suis d'accord avec elle. Est-ce qu'on va trouver un accord politique qui va nous faire passer certaines exigences, à la fois de transparence et exigences juridiques pour pouvoir passer à une RLE? Ça, il faut qu'on soit conscient, tout Ivoirien, qu'un accord politique comme ça va nous emmener à bafouer certaines exigences techniques. Puisque finalement, c'est eux les techniciens. C'est eux qui nous disent, on est sur le terrain, voici ce qu'on peut faire. Je vais terminer par dire qu'il faut arrêter le CEI bashing. En fait, on a l'impression qu'on entend des gens qui sont en train déjà de préparer leur défaite ou leur boycott. Parce qu'on a l'impression que vraiment,
Le seul argument qu'ils ont, c'est la CEI. Pourtant, on a vu aux dernières élections, des gens comme Awoussou Jano perdent des élections. On a vu des gens comme le ministre Chaba perdre des élections. Donc, je pense qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur comment gagner l'élection plutôt que de chercher des arguments. J'ai l'impression que les gens sont en train de chercher des prétextes pour perdre. Très bien. Yacouba. Un peu sur le déroulement technique des élections. Alors, ce que les gens doivent savoir, c'est que la révision de la liste électorale devait se faire en juin 2024. Et ce sont les partis d'opposition qui disent qu'ils n'étaient pas prêts. Et on a décidé de faire la révision de la liste électorale en septembre. Je me souviens très bien, en septembre, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Toujours parce que les partis d'opposition disent qu'ils n'étaient pas prêts. Et c'est finalement en octobre qu'on a décidé de faire la révision électorale, le 19 octobre. On a bouclé, je crois, avec le 17 novembre. Il y a même eu une prorogation. Alors, les gens parlent de 4 millions attendus. Effectivement, j'abonde dans le même sens qu'Arthur Banga pour dire qu'on n'a pas encore atteint même ce chiffre. Et le plus grand chiffre qu'on a eu atteint, c'est autour de 900 000 personnes recensées sur la liste électorale. Donc, qu'est-ce qui a bien pu changer pour que subitement, on puisse atteindre les 4 millions? Et ce que les gens doivent savoir, c'est que le 1er novembre 2024, c'était la Toussaint. On était en pleine révision de la liste électorale. Alors, sur 12 092 bureaux de vote, il y a eu 6 681 bureaux de vote où il n'y avait aucun requérant. Bureau d'enrôlement. Bureau d'enrôlement où il n'y avait aucun requérant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ça n'intéresse personne. Les partis politiques. Non, on ne peut pas dire que ça n'intéresse personne. En fait, pas que ça n'intéresse personne. Il n'y a pas eu d'affluence. Alors, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques qui doivent mobiliser le maximum d'électeurs sur la liste ne font pas leur travail. C'est pas la CEI, ça n'incombe pas forcément à la CEI. Ce sont les partis. Les partis sont beaucoup intéressés par la révision de la liste électorale dans la mesure où ce sont les électeurs qui vont voter leurs représentants soit à l'Assemblée nationale ou à la tête du pays. Ça, c'est d'un. De deux, les tablettes sont programmées, je l'ai même dit sur ce plateau, pour prendre 50 personnes maximum jour par bureau de vote. Bureau d'enrôlement. Pardon, par bureau d'enrôlement. Donc, sur les différents éléments, le nombre total du bureau d'enrôlement, en tenant compte des 50 personnes jour, tu te trouves autour de 13 millions. C'est-à-dire, si les gens font 50 personnes jour par bureau d'enrôlement, on est autour de 13 millions. Largement au-delà des 4 millions attendus. Mais les partis politiques ont été incapables de faire même le quart en moyenne par jour. Ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument, c'est de dire que quand on doit aller faire une révision de la liste électorale, on fait la révision sur la base d'un fichier électoral. C'est-à-dire que la dernière révision qu'on a eue, ça veut dire réviser, ça veut dire qu'il y a un existant qu'on doit améliorer. Donc, on a fait la révision 2000 octobre-novembre sur la base de la liste électorale qui est là. Maintenant, si on veut faire une révision à l'état actuel des choses, on le fait sur la base de quelle liste électorale? Puisque la dernière révision est en train de courir. Donc, comment il faut configurer les tablettes? Donc, si les partis politiques insistent pour qu'on aille à une nouvelle révision, il va falloir peut-être faire le choix de repartir avec l'ancienne liste électorale, alors que on a fait une révision et celle-là, elle est en train de courir. Donc, c'est deux opérations parallèles qui seront en train d'être menées. Et à la fin, on aura une liste électorale définitive prête. Et puis, on attendra encore une autre liste électorale. Et quand ça va coincer, on va dire non, il faut attendre forcément l'autre liste-là parce qu'il n'est pas encore prête. Et je vais terminer en parlant justement de la question du calendrier des parrainages. J'ai dit que les partis politiques ont dit ici, en tout cas certains, Tchéidé Jean Gervais, qui est un haut représentant du PPACI, dit qu'il y a 3 millions de fraudeurs sur la liste. Le PDCI dit qu'il y a 2 400 000 fraudeurs sur la liste. C'est le moment, en mars là, on va afficher la liste. C'est le moment pour eux de venir avec les 3 millions et les 2 400 000 fraudeurs pour que la CEI puisse statuer en termes de contentieux et puis épurer cette liste. C'est ce que j'ai à dire en ce qui concerne ce volet et inviter les partis politiques parfois à faire beaucoup plus de cohérence dans leurs actes et dans leurs actions. Ali, si vous me permettez très rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. En ce qui concerne la révision de la liste, vous savez, dans mon journal, j'ai même fait un article là-dessus, puisque j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi on ne peut pas faire
de révision de la liste électorale et comment le calendrier est établi. Alors, la CEI s'appuie sur des experts qui établissent le calendrier électoral. Quand les partis politiques ont écrit à la CEI pour exiger la révision de la liste électorale, la CEI a appelé les experts pour leur dire « Voilà, nous venons de recevoir des courriers des partis politiques qui nous demandent de faire la révision de la liste électorale. Vous qui êtes des experts et qui pouvez établir le calendrier, est-ce qu'il est possible de faire cette révision-là » Alors, les experts disent que la révision est possible dans 3 conditions. La première condition, il faut qu'on fasse la révision, mais en excluant les Ivoiriens de l'extérieur. Première condition. La deuxième condition, ils te disent qu'il faut le faire, mais ça ne doit pas excéder 1 semaine. Parce que si on va au-delà, on ne pourra pas aller aux élections avec une liste potable. Et puis la troisième, c'est de dire que si on fait la révision de la liste électorale, automatiquement, on ira aux élections avec une liste électorale provisoire. En d'autres termes, les experts ont dit à la CEI que ce n'est pas possible. Il y a eu même une commission centrale à cet effet. Et les experts sont venus expliquer. Donc, il dit, franchement, ce n'est pas faisable techniquement. Et puis, deuxième chose, la CEI avait proposé, comme sa représentante a dit ici, aux partis politiques, le basculement, ils ont refusé. La CEI allait même plus loin pour dire on peut ouvrir des bureaux permanents au sein des états civils, au sein des mairies, pour que ces choses-là se fassent de façon permanente. Les partis disent que c'est un recul de la démocratie. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, parce que le Sénégal, qui est considéré comme un modèle en la matière, d'abord, cette commission, il n'y a pas de parti politique au niveau de la commission centrale. Ça, c'est un. De deux, les partis ne sont représentés que dans les commissions locales, présidées par des préfets et leurs adjoints. Et puis, troisième chose qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les commissions ont un rôle de contrôle et de supervision des élections. Donc, soit on reste avec la CEI ou on décide de basculer au ministère de l'Intérieur, tout simplement. La CEI lui-même qui a donné l'information. Ça passe pas. Donc, c'est lui qui a dit que c'était une prévision, sauf erreur de ma part. Oui, mais en fait, il faut savoir aussi que la commission électorale n'a pas d'objectif de chiffres. Ce sont plutôt les partis politiques qui doivent amener leurs partisans à venir voter. Nous sommes chargés de la gestion des élections. Ce qu'on nous demande, c'est techniquement de faire en sorte que tout soit en place pour que les gens viennent se faire enrôler. Donc nous n'avons pas d'objectif en tant que tel. Par contre, quand nous utilisons les chiffres, ce sont des projections qui nous permettent, nous, techniquement, de pouvoir répondre à la demande. Et quand nous disons que l'objectif, c'était 4 500 000, puisque c'est les 4 personnes, c'est les 4 500 000 qui sont des personnes susceptibles d'être encore inscrites sur la liste électorale, c'est pour tenir compte, comme l'a expliqué tout à l'heure mon voisin, de la technicité de nos équipements, pour pouvoir répondre à la demande. Et en cela, nous avons largement rassuré les partis politiques, puisqu'on pouvait aller jusqu'à 13 millions, enregistrer jusqu'à 13 millions de requérants. Donc, nous n'avons pas d'objectif. Il faut que ça soit bien clair. Non, je sais. C'était juste... Nous enrôlons des électeurs ivoiriens. Quand on est loin des États-Unis, ou comme vous le savez sans doute, quand vous allez vous faire inscrire sur la liste électorale, vous venez en même temps avec l'inscription de votre chapelle politique. Aux États-Unis, vous venez, vous dites, je m'inscris, je suis démocrate ou républicain. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire parce que la Constitution nous impose le vote secret, le secret du vote. Et donc, les électeurs que nous avons en face de nous, ce sont des électeurs, des Ivoiriens qui remplissent les conditions pour être sur les listes. Tout court. D'accord. C'est tout. Très bien. André, poursuivez. Non, en fait, c'était juste pour dire que le téléspectateur qui a appelé, c'est basé sur une déclaration du président de la CEI. Voilà, contrairement à ce que Arthur disait en disant que c'était techniquement pas... voilà, mais c'est le président de la CEI. C'est des projections. C'est le président de la CEI. André Silva qui a la parole. André, allez-y. La deuxième chose que j'aimerais, c'est juste une question, et je vais dire autant une suggestion. Est-ce que, techniquement, pendant la phase de contentieux qui s'ouvrira, vous nous direz quand, est-ce qu'il n'est pas possible que des électeurs qui ne se sont pas inscrits puissent s'inscrire techniquement? Maître Yapobi. Pendant la phase du contentieux, c'est exclu complètement du fait du mode opératoire. Vous ne pouvez pas arriver au contentieux si vous n'êtes pas passé par la case enrôlement.
Parce que autrement, ça serait un double enrôlement. Ça serait un double enrôlement. Vous venez au contentieux après, justement, la collecte des données, dès que nous affichons la liste électorale. Parce que, pourquoi c'est le départ, justement, du contentieux? Quand nous affichons la liste électorale provisoire, ceux-mêmes qui ne sont pas venus pour se faire enrôler doivent venir vérifier s'ils y sont toujours. Ceux-là, il s'agit de simple vérification de leur présence parce qu'il peut y avoir des omissions et ces cas-là de contentieux sont des cas qui sont isolés. Des personnes qui étaient sur la liste électorale, normalement, qui n'ont pas fait de modification, qui n'ont pas demandé de modification dans leur statut, dans leurs données personnelles, qui devaient normalement se retrouver sur la liste électorale. À l'affichage de la liste provisoire, il se trouve que leur nom n'y est pas. C'est une simple erreur d'omission qui peut être corrigée dans le cadre du contentieux. À part cette exception, les personnes qui viennent en réclamation sont des personnes qui viennent parce qu'elles sont venues à la phase d'enrôlement pour se faire enrôler. Je suis venue me faire enrôler. Je me rends compte que je ne suis pas sur la liste. Alors que je remplis toutes les conditions, j'ai donné toutes les pièces requises. Je suis venue demander une modification de mon patronyme. J'ai apporté les pièces justificatives et je me rends compte que on n'en a pas été tenu compte à la publication, par exemple, de la liste provisoire. Mon nom est toujours écrit de la même façon ou j'ai changé d'adresse et c'est mon ancienne adresse qui figure encore. Donc, on n'a pas pris en compte ma requête. Je suis venue demander la radiation d'une personne proche décédée. J'ai déposé les justificatifs de son décès et j'arrive pour constater sur la liste électorale provisoire que le nom de cette personne y figure encore. Alors, je viens au contentieux pour ça. Très bien. Voilà les cas d'ouverture du contentieux. Augustin? Bien. Fin novembre à début mars. C'est la période de traitement. La période de traitement. Et j'ai expliqué en quoi consistait cette période de traitement. Elle consiste pour la commission à corriger les erreurs qu'elle-même détecte, parce que ça fait partie de ses compétences. Il peut y avoir des erreurs de saisie, etc. Et dans le même temps, elle intègre dans la liste qui va être publiée les données des ministères de la Justice et des ministères de l'Intérieur concernant les personnes décédées et les personnes ayant perdu leurs droits civiques. Vous n'avez pas fini le chronogramme? Oui, je n'ai pas fini. J'étais en train d'expliquer cette phase-là. On revient ensuite à Augustin. Après, on passe à l'affichage de la liste électorale que je vous ai dit provisoire du 17 au 23 mars. Cet affichage ouvre le contentieux et le contentieux a deux phases, comme je disais. Alors, nous recevons les réclamations du 22 mars au 5 avril pour les requérants pour le contentieux administratif. Donc, du 5 mars au 5 avril, nous recevons les requêtes. Et ensuite, du 6 au 8 avril, nous affichons les réclamations. Parce que ce mode opératoire, il est déroulé par le code électoral. Quelqu'un vient faire une requête, nous recevons sa requête. Donc, pendant la période du 6 au 8 avril, nous recevons donc les requêtes. Quand nous avons reçu ces requêtes-là, nous les affichons dans les différents bureaux de vote, là où les gens sont venus se faire enrôler. Pourquoi nous les affichons? C'est pour provoquer la réaction des personnes qui, éventuellement, peuvent se trouver interpellées par ces requêtes-là, pour respecter le principe du contradictoire. Et donc, nous recevons les observations du 9 au 13 avril. Ce n'est lorsque nous avons reçu donc, la requête avec les arguments à l'appui, les pièces à l'appui, puis les observations des personnes mises en cause, que la commission locale se réunit pour statuer sur ces requêtes-là. Et les délibérations vont se faire du 14 au 20 avril. Pendant ce temps, donc, les commissaires locaux examinent les requêtes, ils font une première proposition de décision, mais il appartient aux superviseurs des zones
que nous sommes de valider ces propositions de décision. Très bien. Donc, nous procédons à la validation de ces décisions-là du 14 au 20 avril. Une fois que nous avons validé, nous délibérons, quand nous avons délibéré, nous transmettons ces décisions, nous les ramenons aux commissaires locaux du 14 au 20 avril et ceux-là vont du 19 au 20 avril afficher les décisions dans chaque lieu d'enrôlement. Ce chronogramme-là, vous l'avez remis au parti politique ou bien c'est un document interne de travail à la CEI? Celui-là, c'est un document interne. En fait, le chronogramme, il va jusqu'au mois de juin. D'accord? Ah, d'accord. Et ça, c'est su par les partis politiques? Oui, juin? c'est su par les partis politiques qu'on commence l'enrôlement au 19 octobre pour finir, pour publier en juin 2025. Et ils étaient d'accord avec ça? Ils étaient d'accord avec ce chronogramme-là. Okay. Et c'est là où on est un peu embêté parce que de toute façon, à chacune des activités que nous menons, comme je le disais tantôt, nous associons nos partenaires. Et c'est d'accord avec eux. La preuve, c'est que cela vous a été rappelé tout à l'heure. Nous avons voulu initialement commencer la révision en juin 2024. Les partis politiques nous ont dit qu'en juin 2024, il pleuvait et que les élèves... les partis politiques ou bien les partis d'opposition? L'ensemble des partis politiques. L'ensemble des partis politiques. Est-ce qu'il y a des documents qui font foi des procès-verbaux? Parce que les partis politiques pourraient dire on ne se reconnaît pas dans ces déclarations de la CEI. Quand nous faisons nos réunions, ce sont des réunions qui sont sûres. Parce que nous faisons des réunions, nous ne recevons pas les partis un à un, nous recevons l'ensemble. Et quand je disais tantôt d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas uniquement des partis politiques, nous associons aussi la société civile, tous les acteurs, toutes les parties prenantes au processus. Parce qu'il faut que ça soit consensuel, bien entendu, pour que ça fonctionne. Et nous, notre travail va consister justement à aller interroger les partis politiques sur la raison du... Ils étaient d'accord, mais ils avaient, eux, en tête qu'une fois ça fini, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, on pouvait très bien entamer une nouvelle opération. Donc, ils ne sont pas en train de contester le chronogramme présent. Ce qu'ils disent, c'est que ce chronogramme-là peut coexister avec un nouveau Mais programme. Raisonnablement, ça finissait en juin, évidemment. Mais oui, bon, ça finissait en juin. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Nous, quand ils nous ont approchés, qu'ils ont émis ce souhait-là de cette deuxième RLE en 2025, nous avons vu avec la faisabilité, avec nos techniciens, et nous vous disons que ce n'est pas possible de le faire sans violer le même code. D'accord. Kouyo, est-ce que vous êtes tombé d'accord avec les partis politiques de l'opposition pour que le chronogramme s'étende toutes les étapes que vous avez citées, le contentieux, l'affichage de la liste provisoire, la liste définitive et tout le reste, pour que cela prenne fin en juin 2025, et vous êtes tombé d'accord qu'il n'y aurait pas de révision en 2025. C'est ça sa question. Et je dis non. D'accord, très bien. Je dis non. La preuve, nous avons même fait des séances de sensibilisation au mois de juin et au mois d'octobre sur toute l'étendue du territoire national pour annoncer cette RLE qui devait débuter au mois d'octobre. Et à cette occasion, nous avons distribué ce programme à toutes les parties prenantes à ces sensibilisations, c'est-à-dire toutes les couches socio-professionnelles, y compris les représentants des partis. Nous avons distribué ce programme prévisionnel, puisqu'en fait, il n'était encore que prévisionnel, bien entendu. Très bien. Depuis le mois de juin 2024. Très bien. Augustin? Et donc, ils ne sont pas concernés. Quid de tous ceux qui ont la majorité depuis longtemps et qui ne sont pas sur la liste? C'est là où nous sommes tous acteurs du système électoral, interpellés. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à susciter l'intérêt des jeunes, principalement, parce que c'est ceux-là qui sont attendus, et des moins jeunes qui sont encore absents de la liste électorale? Nous devons nous interroger, mais nous devons nous interroger de façon sincère et de façon constructive, et ne pas jeter la pierre à X, Y, les mêmes politiciens qui ont mis en place cette CEI pour faire son travail
sont ceux-là même qui passent leur temps à la pourfendre, qui passent leur temps à la discréditer. Et qui ont des représentants au sein et de qui ont la des commission. représentants qui siègent. Et je vous dis que je suis ici en train de parler au nom de la commission électorale, soutenue en cela par tous mes collègues, mes 18 collègues. Donc, ces gens-là qui, à longueur de journée, passent leur temps à essayer de discréditer le travail que nous faisons, au lieu de chercher à trouver les vraies raisons de ce manque d'intérêt. Mais moi, j'ai une idée là-dessus. Je ne suis pas allée loin pour chercher l'idée. En premier lieu, je me suis référée à une émission que vous avez faite ici, M. Djarasouba, Dites-nous. le 10 novembre 2024, avec les jeunes. J'ai trouvé cette émission formidable, je l'ai suivie. Merci. Et je me suis amusée, enfin, je ne me suis plus à relire cette émission. Mais les jeunes nous ont dit pourquoi ils ne viennent pas. Si vous me permettez, je vais lire, parce que j'ai pris la peine d'écrire 10 seulement de leurs revendications. Pour que... Vous avez... Alors, en gros, pour faire court... Bon, vous avez une minute, allez-y. Pour faire court... Allez-y. Pour faire court, ce que les jeunes nous disent, ils veulent... Alors, premièrement, ils veulent tout simplement, et c'est leur droit le plus absolu, des élections avec zéro violence. Et c'est les jeunes sur ce plateau qui l'ont dit. Ensuite, ils ont dit... Ils veulent des hommes politiques dans lesquels ils s'identifient. S'il vous plaît. Ils s'identifient autour des valeurs républicaines, par le respect des institutions de ce pays. Ils veulent des discours d'hommes politiques, ils ne veulent plus des discours d'hommes politiques empreints de violence et de dénigrement des uns des autres. Ils veulent le respect des jeunes. Ils veulent qu'on les respecte et qu'on ne les utilise pas comme bétail électoral. Ensemble, ils veulent que la politique se pratique sous nos cieux d'une autre manière. De façon, avec une moralité, dans la moralité. C'est cela. Et ils ont, en gros, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Mais que nous est-il donné de voir ces jours-ci, messieurs? On est tous concernés. Quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est nauséabond. C'est nauséabond. On va refaire notre sujet. C'est nauséabond. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là les raisons qui font que les jeunes tournent le dos, tout simplement? On aura beau faire 10 ou 20 RLE, ils ne sont pas intéressés, tout simplement. Très bien. Salut, voilà. La secrétaire rejoint, c'est la commission électorale. Moi, je crois qu'elle a besoin de choses même qui ne sont pas cohérentes par rapport à cette élection présidentielle. Et ce qui me craint est qu'elle insiste sur le fait qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire cette, disons, la RLE, voilà, RLE, comme on dit. Et ça, quand vous avez regardé jusqu'à ce que vous trouvez leur partenaire, je sais de décortiquer, vous allez voir qu'elle dit très bien dans ses conférences, disait que du moment où ça a été annoncé de faire cette révision de liste électorale, ils ont pris leur temps. Parce que que ce soit le président de la CEI ou qui que ce soit, je pense que j'ai visité pour les 20 personnes, 19 personnes, parce qu'elle a dit les collègues de 18 personnes, donc c'est le combien et puis les autres, on va trouver les hommes de faire 20 personnes. Donc, moi je dis, il y a un problème. Vous dites que le terrain n'est pas propice pour pouvoir travailler. Mais en réalité, quel est le vrai problème?
c'est les étrangers qui sont plus et qui ne vous permettent pas de travailler. C'est... Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Et pour moi, la vraie question que je me posais, pourquoi vous avez cru longtemps? Sachant très bien que dans le passé, vous avez vu des problèmes, vous avez vu des critiques, vous avez vu des comment je peux appeler ça? Mais si tu fais un travail, dans un premier temps, tu as eu des critiques. Après ces critiques-là, je pense bien que tu dois renforcer sur ça et tu vas travailler prochainement. Tu ne peux pas dire, bon, j'ai tout le temps, je peux faire mes trucs, et puis bon, ça, je vais faire ça après. En tant que dans le passé, en tant qu'auparavant, tu as eu des critiques qui t'ont mené à comprendre que le travail effectué n'a pas été bien fait. Mais je me pose la question, ça arrive à quoi tout ça? Ça arrive à quoi? Ah, les élections, c'est parce que ces élections vont être truquées davantage pour avoir plus de temps de truquer. Voilà pourquoi on perd ce temps. Et on dit qu'on n'a pas quand même la possibilité de faire une révision de liste. Voilà, cette révision de liste qu'on avait fait auparavant, 2 élections passées, on a eu à faire ça en 3 mois. Mais pourquoi la seule élection de 2025, on ne peut pas faire ça en 3 mois? On explique non, parce que bon, il n'y a pas les conditions réunies pour pouvoir faire ça. Parce que sur le terrain, c'est vraiment difficile. On ne peut pas faire, on n'arrive pas à enlever systématiquement les personnes décédées ou les personnes, comment je peux appeler ça, qui ne figurent plus sur la liste, qui ne doivent plus figurer sur la liste, qui ne peut pas faire ça systématiquement. Mais je ne comprends pas. Ce problème-là, pour résoudre, qu'est-ce qu'on a dit? Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que l'opposition a proposé? Qu'est-ce que l'opposition a proposé? Vous le savez très bien. Vous dites aujourd'hui que vous avez associé comment je peux appeler ça, l'opposition à tout ce que vous faites dans la CEDEAO. Mais ces 18 personnes-là, l'opposition a combien de personnes? Et même quand vous allez voir, ces personnes qui représentent l'opposition sont partisans de votre, comment on appelle ça, de votre parti politique. Elle représente peut-être le PPAC ou bien le PDC, les partisans pour le RDR. On n'allait pas revenir sur ces points. On dit, dans ce second champ, le RDR est majoritaire. Alors, quelle CI vous nous présentez? C'est quelle CI vous présentez? Une CI commandée par le gouvernement, une CI commandée par le pouvoir, une CI qui est dirigée par les tenants du pouvoir. Mais je crois que vous nous prenez pour des bêtes. Et madame, je pense bien que tu n'as pas bossé énormément ton point par rapport à que nous dans ce débat ici. Parce que ça colle pas. Le monsieur qui essaie de vous poser des questions, vous n'arrivez même pas à détailler, à dire exactement les vraies causes. Vous pouvez même à mieux expliquer pour nous faire comprendre que vous avez. Écoutez, moi je ne vais pas trop m'attendre dessus, mais ça va. Il n'y a rien à dire assez parce que c'est bâclé. On voit déjà, quelqu'un qui regarde cette vidéo, quelqu'un qui va écouter jusqu'à la fin cette vidéo va savoir que vous n'êtes pas, comment
n'êtes pas crédible dans ce que vous faites. Parce que c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça. Vous venez, on vous donne de l'argent pour pouvoir faire un travail, vous prenez votre temps, et à la fin, vous dites qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire. Et on reste là, et on est limité. C'est prévu qu'il y ait 4 millions d'électeurs sur la liste, mais on ne peut pas atteindre ces 4 millions parce que vous avez regardé, parce que vous n'étiez pas compétent. Vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent. Moi, je parle même du groupe de la CPI, mais je pense que je ne parle pas de la dame. Je parle de tout le monde. Je parle même de Kubia qui se pavane sur le plateau pour dire non, voilà, et puis là, ici, là. Connaissant très bien les lois. Et quand vous vous basez sur les textes pour pouvoir dire ces gens-là, moi je dis, vous vous foutez des Ivoiriens. Vous vous foutez vraiment énormément des Ivoiriens. Cette histoire des jeunes anticipés, c'est une bonne méthode. Parce que si, en faisant la liste électorale, comment je vois la révision de la liste électorale jusqu'à ce que la liste provisoire sorte, déjà ils sont déjà majoritaires, donc c'est normal. Moi j'accepte ça, moi je crois que c'est une bonne idée, mais dans le fond de la chose, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sérieux, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas se permettre de faire des trucs pareils. C'est des milliards qui sont mis dedans, et puis vous vous permettez. Bon, moi je ne vais pas finir ce discours d'abord, mais je vais vous dire quelque chose. Comme vous n'avez pas pu faire cette révision du lycée électoral, tout cet argent-là, où ça va? Tout cet argent, ces milliards que vous avez en main, que vous n'avez pas pu utiliser en position, où vous allez mettre ça? À qui vous allez donner? Comment vous allez utiliser ça? Ou bien les élections prochaines, bon, il va falloir nous faire un bilan. Parce que c'est comme ça fonctionne, même au Burkina. Chaque fin de mois, les gars font un bilan de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont ainsi. Ils font un bilan. Voilà. Tout au clair. Même quand ils sortent une somme importante, ils viennent et disent, quand ils doivent déplacer une personne, ils viennent et disent, voilà. C'est comme ça on dit un État souverain, on dit un État crédible. Parce qu'il fait tout au clair. Mais vous venez, vous faites les trucs à la folie là, vous mettez là. Ces élections-là, vraiment, si vous ne faites pas attention, ils vont vous chasser. Moi, c'est ce que je vous dis, ils vont vous chasser. Surtout monsieur Banga, monsieur Banga, Achu Banga. Moi, je ne sais pas si réellement tu es ivoirien, parce que j'ai l'impression que tu luttes pour ce pouvoir en place. Envoie ton parole. Désolé, je ne peux pas vous aider à faire cela. Consultez le site apple.com pour en savoir. Avant ton parcours, je crois que tu es un arriviste. Parce que tu étais au PDC. Même si tu n'avais pas un poste important au PDC, mais tu étais au PDC. Je ne dis pas pourquoi tu as changé de parti, mais je dis, regardant ton parcours, où on a arrivé là, tu es un arriviste. Tu dis sur le plateau qu'il y a des gens qui sont moteurs de transition là. Mais toi, regarde toi-même ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. Regarde, en âme et conscience, quand tu étais sur le plateau, tout ce que tu as dit jusqu'aujourd'hui, si tu n'as pas dit de façon régulière. Ce que je vais dire par là que M. Atuboka, Banga, pardon, vous n'êtes pas mieux placé pour parler de cette cellule. Parce que
si je ne me trompe pas, vous ne faites pas partie de cette série. Et à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes un pionnier de cette série. Je m'étonnais. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre quand je suis sur le plateau. On dirait bien que c'est moi, le directeur de cette télé, le directeur de la RTI. Bon, je ne sais pas. Bon, j'en sais pas grand-chose. Bon, même la NC. Parce que là, tu t'imposes sur le cadeau. À voir. Les personnes te disent, et ça c'est pas joli. Moi, c'est ce comportement-là que moi, cette attitude qui me dérange un peu en toi. Et en ce qui concerne la cellule d'identité, c'est pas possible que, par exemple, il va falloir exclure les gens de l'extérieur, il va falloir exclure les nouveaux majorels, parce que bon, les non-majorels qui excluent aussi les étrangers entre ces sorties. Mais comme on le dit, c'est un boulot qui s'est fait en amont. Alors, si vous le savez, déjà vous en avez fait déjà une édition passée, bon, disons une élection passée. Comment se fait-il que vous n'êtes pas appréhendé sur ça? Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre sur ça, quoi. Vous savez comment ça fonctionne. Comment se fait-il que, sachant très bien le boulot qui vient dedans, vous vous permettez de ne pas penser bien avant. Bien avant. Sachant très bien qu'est-ce qu'il y a comme boulot. Et de surcroît, tu le dis, elle le dit très bien. On a pris notre temps, parce que sachant très bien ce qu'il y a dedans, on a pris notre temps. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez coincé, vous ne pouvez pas évaluer tout le boulot qu'il y a à faire. Mais c'est comme les Ivoiriens, des imbéciles. Écoutez, vous prenez pour les faits, c'est pas pour bien quoi. Donc, on va le dire, c'est que bon, ça fait rien. Ils vont gober ça, et puis bon, on s'en fout. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Hein, c'est ce que ça veut dire. Parce que là, elle le dit très bien. On a pris notre temps. Elle a dit. Mais ça veut dire quoi? Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'être, bon, je ne sais pas comment je vais vous préciser. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de cette tranquillité-là. Parce que cette liste électorale qui n'a pas été bien faite, je pense bien que ça va causer des préjudices. Tôt ou tard, avant octobre 2025, ça va créer des préjudices. Donc, quelque part, je pense bien que vous avez encore le temps de remédier. C'est des, comment je peux dire ça? C'est des futilités, vous racontez là, pour dire non, on ne peut pas, parce que, non, ça c'est des futilités. Arrêtez de nous envoyer un bateau et mettez-vous au travail pour régler ce problème-là. Parce que c'est faisable. Vous avez les sous, vous avez toute la disponibilité pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, mettez-vous au travail. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce dit parce que qui écoute la vidéo, qui voit cette vidéo, qui a suivi l'émission, déjà, c'est qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien qu'on va chercher à comprendre de nouveau parce que déjà, à vos dires et des dires de M. Toubier, on voit combien de fois cette volonté n'y est pas de pouvoir faire cette liste électorale. Parce que ça profite à qui? Ne pas faire la liste électorale, ne pas faire la révision de la liste électorale, pardon, profite à qui? Au pouvoir en place, moi je pense. Au pouvoir en place. Sinon, à quoi ça sert de ne pas vouloir faire? À quoi ça sert? Si on veut une élection, et puis même, je veux dire quoi ici? Vous ne pouvez pas faire de choses, comment on appelle ça, de révision de liste électorale. Ok. Le temps est court. Ok. Si on ne veut pas respecter le temps,
On peut même repousser la date des élections. On peut repousser. Parce que le temps est court. Donc, pour avoir une bonne élection, pour ne pas avoir de troubles, c'est mieux de repousser la date des élections. Parce que c'est déjà fixé. Le dernier dimanche du mois d'octobre 2025. Voilà. On peut repousser à 1 mois, à 2 mois, ou bien même à 1 an. C'est tout. C'est tout. On peut repousser. Mais au lieu de rester là, figé sur un problème qui n'existe pas, figé sur des futilités, moi je pense que c'est fait perdre le temps aux Ivoiriens. C'est fait perdre le temps aux Ivoiriens. Parce que vous savez que si cette liste électorale, si cette révision n'a pas été faite, cet audit n'a pas été fait, vous savez que ça va créer des troubles. Ça va amener des troubles. Pour donner 2 semaines ou bien 3 semaines, disons, en 3 mois, ce qu'on fait en 3 mois, vous voulez faire ça en 3 semaines. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vraiment. C'est méchant de votre part, c'est méchant de votre part parce que vous n'avez pas de considération pour le peuple ivoirien et vous les prenez pour des imbéciles. Ça c'est très méchant, c'est très méchant. Ça va s'exploser dans vos visages, hein. Ça va s'exploser dans vos visages parce que ça, c'est pas comme ça on fonctionne, c'est pas comme ça ça doit être. Ok? Donc, à bon entendeur.